Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les vacances approchant, nous allons faire une petite vidéo sur les petits conseils à utiliser pour votre drone en vacances. C'est parti! Donc pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par les paramètres un petit peu généraux, on va dire, en termes de conseils pour le drone. Donc pour ça, nous allons commencer par les batteries. Donc comment bien gérer ces batteries? Donc on commence par charger ces batteries, alors soit avec le chargeur d'origine, soit avec ce genre de chargeur rapide qui permet en fait vraiment de charger en 1h30, 2 heures maximum 3 batteries. Plus vous avez 2 ports ici USB qui permettent de charger en fait votre smartphone ou la tablette et la radiocommande. Et donc en 2 heures, vous avez tout chargé, vous êtes prêt à partir. Ça c'est vraiment pratique, il y a différentes marques qui existent. Moi j'utilise celle-là depuis le Mavic Pro, donc j'ai acheté la nouvelle version pour le Mavic 2 Pro. Mais franchement je suis super content et ça m'a jamais abîmé mes batteries. Pensez bien sous DJI Go 4 à paramétrer en fait la décharge automatique des batteries intelligentes entre 3 et 5 jours maximum. En gros, vous allez charger vos batteries, mais si jamais vous venez à ne pas les utiliser parce que le temps a changé entre temps par rapport aux prévisions et que du coup vous n'utilisez pas votre drone, votre batterie en fait, vos batteries vont rester chargées et elles vont s'abîmer. Donc pour ça en fait il y a un paramètre dans DJI Go 4 qui permet de réduire le temps de décharge de manière douce à partir de 3 ou 5 jours. Après c'est vous qui définissez, vous pouvez même mettre plus mais je vous le déconseille. Entre 3 et 5 jours c'est bien, pas au-dessus. Vous avez aussi la possibilité en vacances, imaginons vous faites un long trajet et vous voulez en profiter pour charger vos batteries, votre radiocommande ou quoi en plus parce que vous avez fait un vol et du coup vous voulez en faire un autre et vous avez vos batteries qui ne sont pas chargées ou la radiocommande qui commence à être un peu juste. Vous avez la possibilité d'acheter des chargeurs de voiture donc pour les drones DJI ou autres. Et donc du coup ça vous permet de charger une batterie à la fois. Alors il faut savoir que quand vous le branchez sur l'allume-cigare, ça charge une batterie mais par contre c'est assez long à charger, il faut compter au moins 2 heures pour charger la batterie. Mais par contre vous avez la possibilité sur certains chargeurs d'avoir en plus une prise USB ou du moins une sortie USB pour charger un smartphone ou la radiocommande. Et du coup, ça vous permet en fait de recharger un peu la radiocommande parce que sur les Mavic 2 Pro ou tout ça, en fait, la radiocommande a une batterie qui est assez faible. Et si vous avez un téléphone Android, en fait, la radiocommande recharge en fait l'Android et du coup décharge la batterie de la radiocommande. Donc ça, c'est bien pratique. Si toutefois le chargeur de batterie du drone en voiture ne permet pas la charge USB, vous avez toujours la possibilité de charger votre radiocommande avec le chargeur de votre smartphone en voiture. Concernant l'utilisation des batteries, alors là on prend l'exemple, j'ai 3 batteries que vous pouvez voir, donc j'ai numéroté 1, 2, 3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries, c'est l'élément important du drone. Si elle vient à tomber en panne ou si elle est plus usée que les autres, ça peut vous poser de graves problèmes, puisque une batterie qui lâche, en fait le drone lâche et c'est fini, et ça peut créer des dommages collatéraux si ça tombe sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc du coup, c'est important de bien y faire très attention. Donc pour cela, moi j'ai toujours fait comme ça, je pars du principe que je prends la batterie numéro 1 pour commencer, ensuite je prends la 2, ensuite je prends la 3. Ensuite au prochain vol, je fais l'inverse, je fais 3, 2, 1. Et ensuite au vol d'après, je fais 2, 1, 3. Et ensuite je repars sur 1, 2, 3, 3, 2, 1, et après on peut éventuellement mixer pour le dernier. Mais en gros c'est le principe, et ça permet en fait de mixer les batteries, et on va dire qu'ils aient tous le même nombre de charges, et plus ou moins la même utilisation. Donc la première batterie en vol, moi je l'utilise pour découvrir les lieux vus du haut, puisqu'en fait en gros quand on est sur un site, et tant qu'on n'a pas vu du haut ce que ça donne, c'est compliqué en fait de savoir quel plan vidéo on va faire. Donc moi ce que je fais, c'est que la première batterie je la mets sans filtre ND sur le drone, je décolle, je fais mon petit repérage des lieux, j'en profite pour faire mes photos panoramiques, sphériques ou autres, et ensuite dès que tout est fini, j'ai pris mes petits points de repère pour les plans vidéo, je viens le poser, je mets un filtre ND s'il reste encore de la batterie, et puis je le fais partir pour faire le reste de batterie, pour faire quelques petits plans vidéo, et après il me reste 2 batteries supplémentaires pour faire les plans vidéo un peu plus longs, ou comme je veux. Donc ça je trouve ça pratique parce que ça permet d'optimiser les batteries, sachant que d'un côté sur la première en fait je pars de filtre ND pour les photos, et l'autre j'aurai le filtre ND adapté pour avoir la bonne vitesse pour les plans vidéo après, et du coup ça me permet d'utiliser les 3 batteries sans aucun problème sur un site. Un petit conseil concernant les batteries, pour éviter de les abîmer, les batteries n'aiment ni le froid ni le chaud. Là ça va être les vacances d'été, ce que je vous conseille c'est de ne pas laisser votre sac drone
sac de transport de drone. Dans le cas de votre voiture, quand vous êtes à la plage ou n'importe, déjà parce qu'il peut y avoir des risques de vol évidemment, mais en plus de ça, c'est que dans une voiture, en fait, la chaleur va être très confinée, et elle va augmenter, 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 et la batterie, en fait, n'aime pas du tout la chaleur. Donc ce que je vous conseille, c'est que si toutefois, vous n'avez pas besoin de votre drone, laissez-le plutôt à la location, à l'endroit de la location, ou si toutefois vous êtes comment on appelle ça, en balade ou quoi, prenez-le avec vous, ça lui permettra de prendre l'air ambiant et de ne pas rester en fait avec une chaleur confinée qui pourrait fortement les abîmer. Et une batterie abîmée, en fait, ça peut vraiment avoir de gros problèmes, ça peut les décharger plus vite et ça peut surtout les faire lâcher d'un coup. Si toutefois votre batterie est trop chaude, en fait quand vous allez mettre la batterie en fait sur le drone, DJI, enfin le DJI Go 4 ou DJI Fly en fait va vous prévenir comme quoi la batterie est trop chaude et qu'il refusera de décoller. C'est pareil pour le froid, si elle est trop froide, le logiciel vous refusera de décoller. Pour cela, ce que je vous conseille en été, c'est de prendre les batteries et de les mettre, alors soit les batteries, soit le sac dans lequel vous transportez les batteries, et les laisser en fait dans l'habitacle quand vous roulez, avec la clim ou quoi, comme ça en fait elles sont on va dire, à température ambiante, et quand vous allez les utiliser, au moins vous êtes sûr qu'elles ne soient pas, on va dire, trop chaudes ou trop froides dans le cas de l'hiver des sports d'hiver. Mais en tout cas pour cet été, je vous conseille de faire ça, ça vous évitera bien des problèmes. Donc avant chaque vol, ce que je vous conseille, c'est donc ça c'est ma petite boîte de protection pour ma Mavic 2 Pro. Ce que je vous conseille, c'est de bien vérifier votre drone. Vous regardez comme ça en apparence, vous regardez les hélices, vous le dépliez, regardez s'il n'y a pas de fissures qui traînent, et vérifier que le moteur tourne bien, qu'il n'y ait pas de blocage particulier. Vérifiez aussi la nacelle, voir qu'il n'y ait pas de taches en fait sur l'optique éventuellement, même si après vous allez mettre le filtre, mais au moins que le cache d'origine soit propre. Enfin, faites un peu le tour du drone, vérifiez un petit peu l'état du drone de manière générale, voir qu'il n'y ait pas de petits problèmes qui pourraient faire que le drone en fait vienne à avoir un problème en vol. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir toujours une microfibre avec vous, petite lingette microfibre, que vous gardez uniquement pour le drone. N'utilisez pas pour tout et n'importe quoi, parce que le problème c'est que si jamais vous allez utiliser un produit ou quoi avec la lingette, et que vous venez nettoyer et que ça nettoie pas bien l'optique, gardez toujours une lingette microfibre sèche, que vous gardez toujours à proximité du sac du drone, et que vous utilisez que pour le drone. Et dans ce cas-là, vous allez en fait défaire la protection, vous allez nettoyer l'optique avec la microfibre, et comme ça vous êtes sûr d'avoir un truc nickel. Par contre, pour les filtres ND, vous pouvez le faire avec ça, mais sinon vous pouvez aussi utiliser le pinceau, alors que moi que j'ai pas, je le fais plutôt avec ça en effet. Mais sinon il y a des petits pinceaux qui existent en fait pour nettoyer les filtres ND pour pas laisser de traces. C'est un petit peu cher, mais ça peut être pas mal, et ça peut servir aussi pour d'autres choses, si vous avez un appareil photo avec des filtres ou pour nettoyer l'optique, c'est bien pratique aussi. En été, le sable sera votre pire ennemi. Donc si jamais vous allez sur les bords de mer, protégez bien votre matériel, parce que ça raye tout, ça raye les optiques, ça raye dans les optiques de vos appareils, ça peut générer en fait du sable qui peut aller dans les moteurs, qui peut aller sur l'optique de votre GoPro par exemple, ou n'importe, et ça on peut rien faire, le sable ça s'immisce partout, et si jamais vous avez un coup de vent et que votre sac est ouvert avec votre matériel dedans, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros il va rentrer dedans, vous le verrez pas, vous allez fermer votre sac, vous allez vous balader tranquillement avec, et le sable en fait va travailler tranquillement, il va tout rayer. Donc faites attention au sable, dès que vous avez sorti votre matériel, vous refermez bien votre sac hermétiquement, quitte à le couvrir pour pas qu'il y ait de sac qui rentre partout, et ça vous évitera bien des problèmes. Si vous souhaitez faire décoller votre drone à proximité d'une plage, ce que je vous conseille, il y a deux solutions. Soit vous éloignez du sable et vous allez plutôt dans un endroit où il y a peu de sable avec une piste de décollage de ce style. Tac. Donc là c'est la version, c'est la grande version, mais vous en avez beaucoup plus petites, ouais, vous êtes tranquille. Et comme ça au moins votre drone, on va dire, il limite un petit peu le problème de sable. Ou alors vous le faites décoller sur du bitume, si vous avez du bitume à proximité, c'est toujours mieux. Et si toutefois vous avez l'habitude de décoller à la main, donc et atterrir à la main, faites-le, mais attention, s'il y a du vent, ça peut être risqué, les hélices, ça pardonne pas. Donc faites quand même attention, moi je préfère quand même la sécurité du launchpad pour décoller et atterrir. Ça sécurise un peu, après on peut pas le mettre partout, mais disons que ça permet d'avoir une certaine facilité de décollage un peu où on veut. Alors toujours pareil, DJI Go 4 peut vous alerter de temps en temps si vous avez fait attention. Lorsque vous déplacez de plus de 50 km du dernier endroit où vous avez fait du drone, il est possible en fait qu'il y ait un message qui apparaisse disant qu'il faut recalibrer l'IMU ou le compas. Alors en fait c'est pour la simple et bonne raison c'est que DJI conseille, à partir d'un déplacement de plus de 50 km du dernier endroit de survol de drone, de recalibrer l'IMU et le compas.
surtout le compas, mais faites les deux, comme ça vous serez tranquille. Et ça coûte rien, et ça vous évitera bien des problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est mal calibré, en fait le drone ne saura plus où il est, et ça peut vous générer en fait ce qu'on appelle un flyaway. Un flyaway, ça veut dire que votre radiocommande ne pilote plus le drone, il est complètement déconnecté, il ne sait plus ce qu'il fait, et il part. Et vous pouvez absolument rien faire, vous n'avez plus le contrôle, et ça c'est le gros problème, et sachant que DJI en fait ne garantit pas le flyaway. Ce qui veut dire que si jamais vous n'avez pas fait le compas, l'IMU avant de décoller, et qu'il y a un flyaway, la garantie DJI ne marchera pas. D'autre part, un flyaway, il faut savoir que le drone part jusqu'à ce que la batterie soit morte. Donc, ce qui veut dire qu'en fait il part à la dérive, et suivant la vitesse où il va, des fois il va vite, des fois il va doucement, mais voilà. Et suivant la hauteur où il va arrêter, à un moment donné, quand la batterie va être à zéro, il va tomber. Donc à moins qu'il fasse un RTH à l'endroit où il se trouve, mais la plupart du temps quand il y a eu des flyaway, il tombait comme une pierre. Donc là ça peut générer des dégâts sur des bâtiments ou blesser quelqu'un. Voilà. Donc faites quand même attention si vous déplacez de plus de 50 km, ce qui est souvent le cas quand on part en vacances. Pensez à faire l'IMU, le calibrage de l'IMU et de la boussole. Enfin compas là, ça coûte rien, ça prend 10 minutes et au moins vous êtes tranquille, après pour les vacances. Un conseil que je peux vous donner, je vous l'ai déjà donné dans les précédentes vidéos, c'est de travailler au maximum en manuel. Pourquoi en manuel? Parce que quand vous allez bouger le drone, suivant l'endroit où vous allez viser, en fait il va estimer la lumière qu'il a besoin. Donc si vous visez vers le bas par exemple, il va tendance à légèrement surexposer, entre guillemets, ou bien exposer le sol, et du coup surexposer le ciel. Et inversement, quand vous allez faire vers le haut, il va bien exposer le ciel et sous-exposer le sol. Du coup, si vous voulez éviter d'avoir des images en fait, qui, lorsqu'en mouvement, en fait, vont avoir des lumières différentes, il vaut mieux être en manuel. Après, vous avez une autre solution, si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête à passer en manuel et figer directement le truc, c'est qu'avant chaque plan, vous pouvez estimer à peu près la vitesse que vous voulez, et donc vous baissez la nacelle, vous dites tiens ça me plaît bien à peu près, et vous appuyez sur le bouton EV en fait pour bloquer, donc sur DJI Fly par exemple ça existe, vous pouvez bloquer la valeur de V, et donc du coup il y a un petit verrou qui verrouille et qui bouge plus. Donc ça revient au même que le manuel, mais après c'est vous qui voyez. Pour vous aider à bien estimer la bonne valeur, ou du moins ce que vous avez à l'écran, en retour écran, je vous conseille fortement d'utiliser, alors ça c'est un pare-soleil pour une tablette, un 10 pouces, mais vous l'avez aussi pour smartphone, si vous voulez, ça existe aussi, et c'est vraiment pas mal parce que quand vous êtes en plein soleil, même si vous mettez un petit ballon, des fois les téléphones ou les tablettes en fait sont très peu lumineuses, vous dépassez rarement les 5 voire 700 CD par mètre carré, les nits, et donc du coup c'est bien en fait d'avoir un petit pare-soleil pour mieux voir en fait ce que vous voulez, et puis ça vous aidera aussi à mieux cadrer en fait vos vols ou vos photos. Donc on va parler maintenant sur les conseils plutôt photos. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut mieux éviter tout ce qui est filtre ND, ND polarisant encore pire, pour tout ce qui est photo panoramique. Donc tout ce qui est photo simple, vous pouvez le faire si vous voulez, mais photo panoramique, tout ce qui est 120 degrés, 180, sphérique, donc 360, c'est fortement déconseillé, ça va vous générer des défauts d'assemblage et un rendu qui sera très moche, vous l'avez vu dans les autres vidéos, je vous ai montré un petit peu un exemple, mais c'est fortement déconseillé. Après vous faites comme vous voulez. Pourquoi ne pas utiliser de filtre ND? Alors, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en fait, il faut savoir que quand vous mettez un filtre ND, c'est pour de la vidéo en général. Donc le but, c'est de réduire la vitesse de shutter pour être au double du framerate. Donc à savoir, si vous tournez à 25 images par seconde ou 30 images par seconde, vous allez vouloir en vidéo être à 1/50e ou 1/60e de seconde. Donc en gros, le filtre ND va vous permettre en fait, d'estimer, d'assombrir en tout cas le capteur pour arriver à cette vitesse. Le but dans la photo, c'est de figer le sujet. Donc le but, c'est pas qu'il y ait de flou de mouvement. Donc du coup, le fait de ne pas mettre de filtre ND, vous allez augmenter la vitesse du shutter, et donc vous allez figer chaque photo. Et du coup, vous allez être sûr que vos photos soient bien nettes au moment de la prise de vue. Autre remarque, les filtres ND, suivant les marques, en fait, ont des teintes un petit peu différentes. Si vous prenez ceux DJI, apparemment, ils ont l'air assez neutres. Par contre, si vous prenez par exemple Polar Pro, donc ceux que j'ai ici, ils ont tendance en fait, donc ça c'est des polarisants que je mets au minimum pour éviter les problèmes, ils ont tendance chez Polar Pro à être légèrement plus chaud, c'est-à-dire que ça va être légèrement plus jaune.
Vous avez d'autres marques comme Freewell ou d'autres, PJ Tech. Freewell, il me semble que c'est plus bleu, c'est plus clair. Et par contre, PJ Tech, je crois qu'ils sont un peu jaunes aussi, parce que c'est ce que j'avais avant sur le Mavic Pro, ils avaient à peu près la même teinte que Polar Pro. Donc on est un peu dans le vert ou jaune, enfin voilà, mais il y a toujours une petite teinte. Donc du coup, pour la photo, même si vous shootez en tout cas en RAW, vous pouvez toujours le rattraper. Mais c'est toujours mieux d'avoir une couleur naturelle, sans filtre. Donc photographier toujours en mode DNG, autant que possible, ça vous permettra par la suite d'avoir, c'est des photos plus grosses, hein, certes, mais derrière vous avez toute une latitude de travail qui vous permettra de rendre une photo encore plus belle qu'elle ne l'est, et surtout elle a l'avantage d'éviter le problème du JPEG en fait sur les drones ou sur les appareils photo, hein. C'est qu'en général les JPEG en fait subissent un traitement qui a tendance à renforcer les contrastes, les couleurs et surtout la netteté. Et le problème c'est que la netteté quand elle est rajoutée on va dire par l'appareil, vous pouvez pas le rattraper après. Alors que le DNG, donc le RAW, n'importe, même sur votre appareil, hein, quand vous allez faire la photo, elle va être assez brute, elle va être moins flatteuse parce que vous avez l'impression qu'elle est un peu molle ou quoi, mais derrière vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et rajouter de la netteté que vous voulez, au niveau que vous voulez, ou la couleur, ou le contraste, mais ce sera beaucoup plus simple. Parlons maintenant vidéo. Afin de bien évaluer en fait la bonne valeur de filtre ND, l'avantage d'utiliser la première batterie, comme je vous ai dit, pour faire les photos et découvrir le site, c'est qu'en fait vous allez avoir un avantage, c'est que la vitesse du shutter qui est estimée pour faire la photo, donc en manuel, va vous donner une idée de la valeur de ND à utiliser. Pour cela, en fait, on utilise une application, je vous montrerai dans une autre vidéo en fait les applications que j'utilise, mais moi il y en a une qui j'utilise en tout cas pour mes filtres Polar Pro, mais il y en a d'autres qui existent du même style, où en fait vous allez pouvoir définir en fait la vitesse de shutter, le framerate, l'ISO, et donc du coup grâce à ça, il va vous dire, en un shutter imaginons à 1/1200e, et ben il va vous estimer qu'il faut utiliser le filtre ND 16 par exemple, d'accord? Donc vous allez mettre le 16 dessus, vous allez l'ajuster pour avoir la bonne vitesse, donc à savoir un 50e ou un 60e de seconde, et normalement vous êtes à peu près correct. Après, vous avez toujours une petite latitude, il faut savoir qu'il ne faut pas se figer en fait à ces valeurs-là exactes, hein, mais en gros vous allez pouvoir pousser au pire pour avoir une bonne exposition exacte comme vous la voulez, vous pouvez la pousser jusqu'à 1/100e. Voilà, vous avez une petite marge, donc 1/80, 1/100e, ça sera encore fluide, il n'y aura pas de souci. Important, avant de fixer un filtre ND, je vous conseille fortement d'éteindre le drone afin de libérer la nacelle. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez mettre le filtre ND, donc je vous montre, hein, vous avez, par exemple sur le Mavic 2 Pro, vous avez un petit outil qui est fourni avec les filtres. Et en fait, quand vous allez forcer, entre guillemets, sur la nacelle, en tenant la nacelle et en forçant pour déboîter en fait, le filtre et remettre l'autre, en fait, si les moteurs de la nacelle, de la gimbal sont allumés, en fait, ça va forcer sur les moteurs et ça va pas lui plaire. Et donc du coup, soit il va mettre des erreurs, soit à force, enfin à terme, ça va l'abîmer. En vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir des mouvements smooth, d'accord? Donc le but en vidéo, c'est vraiment d'apprendre en fait à faire des mouvements doux autour du sujet, faire des déplacements tout en douceur pour faire des plans vidéo cinématographiques. Pour cela, sous DJI Go 4, vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres en fait, de la radiocommande et de lui dire de baisser la valeur en fait, de sensibilité des joysticks. Et dans ce cas-là, en général, ils sont à 0,25 sur les 3 axes. Je vous conseille de les baisser à 0,20 sur tous les axes. Et vous verrez, ça vous permettra d'avoir des mouvements beaucoup plus doux et permettre des plans vidéo beaucoup plus sympas. Un autre conseil, quand vous allez filmer, évitez de lancer l'enregistrement en début de session et arrêter à la fin de la session. Ça n'a aucun intérêt. Vous allez avoir une vidéo qui va faire 25 minutes, qui va prendre une place pas possible, voire qui va même carrément saturer votre carte mémoire. Et au final, vous allez vous retrouver avec une vidéo sur laquelle vous allez utiliser 10% de la vidéo. Tout le reste, ce sera à la poubelle, sauf que ça va être stocké sur un disque. Donc en vacances, c'est bien, mais vos stockages, il n'est pas limité. Donc du coup, ce que je vous conseille, ou même pas spécialement en vacances, hein, ce que je vous conseille, c'est de vous placer à l'endroit où vous avez un peu l'idée du plan que vous voulez faire, et de lancer l'enregistrement juste avant de faire le plan. Dès que vous avez fini votre plan, vous arrêtez l'enregistrement. Ça vous permettra d'avoir différents enregistrements précis des plans que vous avez voulu faire, et ça vous fait gagner de la place, et en plus vous avez exactement les plans que vous voulez, au moment où vous voulez. Par contre, il y a une petite astuce que je pourrais vous donner, c'est que ça m'arrive souvent de faire des RTH, même si je sais que c'est pas le meilleur conseil que je peux vous donner, mais moi ça me facilite la vie, après c'est chacun son truc, mais quand il fait le RTH, qu'il y a du vent ou pas, latéral ou quoi, en fait il va toujours tout droit.
Donc ça, c'est vraiment pratique. Moi, ce que je fais, c'est qu'au moment de faire le RTH, en fait, je filme en même temps, volontairement. Donc je lance l'enregistrement au moment du RTH. Et ça me permet en fait d'avoir un plan bien droit, en fait. Et en même temps, j'ai la main en fait sur la nacelle et tout. Donc du coup, je fais ce que je veux. Et ça me fait un plan bien droit pour arriver jusqu'à moi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça donne un petit plus. Ça permet de faire des plans qu'on n'aurait peut-être pas réussi à faire avec un petit vent latéral ou quoi, où on serait un peu décalé. Là, on est sûr qu'il va bien droit. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Moi, ça m'a bien dépanné des fois et ça m'a fait des plans sympas. Donc on va en venir maintenant aux cartes mémoire. Alors les cartes mémoire, vous avez différents modèles. Moi personnellement j'utilise ceux-là. Donc les SanDisk Extreme. Donc vous voyez, si vous regardez bien, alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les cartes mémoire sont exprimées en giga, GB majuscule ou GO par seconde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux valeurs. Les drones, en général quand vous achetez un drone, les valeurs sont exprimées en mégabits par seconde. MB minuscule /S, mégabits par seconde. Les cartes mémoire, elles, sont en méga, regardez bien, sont en mégabits par seconde avec un M et un B majuscule. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a deux valeurs en fait réellement. Il y a les mégabits par seconde et les mégaoctets par seconde. Mais l'anglicisme veut qu'ils aient créé en fait un MB majuscule qui est byte et non pas bit. Et donc byte, c'est l'équivalent d'octet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un octet, en valeur informatique, c'est 8 bits. Donc si on fait le calcul, votre appareil, donc là, cette carte mémoire par exemple, donc écrit en 90 mégaoctets par seconde. D'accord? Si on fait le calcul, pour l'avoir en bits par seconde, donc je fais 90, donc qui est la valeur d'écriture de la carte mémoire, multiplié par 8. Ça équivaut à 720 mégabits par seconde. Ce qui veut dire qu'en fait, votre drone, qui est censé filmer en 4K à 100 ou 120 mégabits par seconde, là, vous avez avec cette carte-là, vous avez une marge jusqu'à 720 mégabits par seconde. Donc vous avez largement, avec ça, n'importe quelle carte SanDisk extrême sera largement suffisante pour votre drone, ou même votre appareil, votre GoPro ou quoi, vous êtes tranquille, hein, ça filme en 100 ou 120 mégabits par seconde, vous êtes tranquille. Moi SanDisk, ça fait des années que j'utilise, donc avec mes GoPro, avec mes drones, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, je n'ai jamais eu un souci, les données ont toujours été sécurisées, jamais eu de problème de lecture de vidéos qui avait des problèmes, ça m'était déjà arrivé avec d'autres marques avant. Moi franchement SanDisk, je peux que recommander, c'est vraiment très bien. Et surtout, vous ne trompez pas, prenez Extreme, vous pouvez prendre Extreme Pro, Extreme Plus, mais ça ne vous apportera pas grand chose au final. Ce qui est important, c'est la vitesse d'écriture. La vitesse de lecture, c'est un plus parce que quand vous allez décharger en fait, sur votre disque, ça sera plus rapide, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'écriture. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, quand vous êtes en vacances, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le contenu de vos cartes SD, micro SD, n'importe, et vous allez décharger sur votre ordinateur portable pour les stocker, pour les sauvegarder. C'est très bien, mais si vous arrive quoi que ce soit avec l'ordinateur portable, un vol, un dégât, le sac qui tombe, avec le portable, une chute, n'importe, vos données sont perdues. Et autant vous dire que si vous partez en vacances et qu'en plein milieu des vacances ou à la fin des vacances, toutes vos données sont perdues et que vous avez passé du temps à filmer, je pense que les vacances seront un petit peu gâchées à la fin. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours prendre avec vous un disque dur, un ou deux même, hein. Si vous avez deux petits disques durs, prenez deux disques durs s'il faut. Quand vous copiez vos données en fait, sur votre PC portable, vous les sauvegardez aussi sur votre disque dur externe. Et surtout votre disque dur externe, ou vos disques durs externes, vous les mettez en dehors de votre sac photo, ou du moins du sac du PC portable. Comme ça, vous séparez en fait les deux, et comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, on vient à vous voler le PC portable, ou quoi que ce soit qui arrive sur le sac du PC portable, vos données sont sauvegardées autre part. D'ailleurs, quand vous allez prendre l'avion ou n'importe, vous pouvez les prendre aussi avec vous, hein, ou dans les bagages, mais c'est plus sécurisant de les avoir avec vous. Donc une dernière info que je voulais vous donner, donc j'ai investi dans une petite caméra 360 degrés, Insta360 One X, où j'ai acheté en fait le petit, donc la carte mémoire qui va avec, que vous avez vu, et puis le petit, on va dire le petit kit qui me permettra en fait de faire des visites 360 ou même des time bullet time pour faire des tests, mais bon je pense que ce sera plus au final, ce sera plus pour faire des visites virtuelles ou des petites vidéos un petit peu originales en 360 pour agrémenter un petit peu mes prochaines vidéos.
Donc voilà, donc je pense que ça va être une petite aventure sympa, où ça va me permettre de me remettre un petit peu au panoramique 360 en photo, et puis de découvrir un petit peu le 360 en vidéo, et puis de vous le faire découvrir par la même occasion. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.